Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et La Vie TV. Didier, on parle de la guerre entre Israël et le Hamas. Elle a été suivie évidemment par tout le monde et notamment les investisseurs du monde entier. Quelles sont les conséquences économiques à ce jour? Alors, les investisseurs ont pu dans un premier temps s'inquiéter sur le cours du pétrole qui a réagi légèrement à la hausse, mais c'est pour le moment surtout du côté de l'électricité que les sujets semblent se diriger. Le réflexe classique, c'est la tension au Proche-Orient, hausse du pétrole. Cela a bien été le cas, donc autour de 6% lorsque le Hamas a attaqué Israël. Mais l'impact de la guerre avec Israël sur l'économie mondiale pourrait être plus évident dans notamment les factures d'électricité que dans les prix à la pompe, parce que les mouvements de prix les plus importants cette semaine ont lieu sur les marchés du gaz naturel. Et sur le gaz naturel, il n'y a pas vraiment de plan B quand l'offre est touchée. Sur l'approvisionnement notamment, alors bien sûr en pétrole, il pourrait y avoir, ça pourrait changer si le conflit s'étendait, notamment avec l'Iran, si l'Iran s'impliquait. Ouais. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'indice de référence européen du gaz naturel, le TTF pour les spécialistes, a bondi de 40% cette semaine. Et c'est énorme. C'est quoi les perspectives sur ce marché de l'énergie? Alors, les risques d'un conflit grave ont forcément plus d'impact sur le pétrole. Les prix du gaz, eux, pourraient être plus volatiles que ceux du pétrole. Il n'y a pas d'approvisionnement de secours. C'est ce que disent les spécialistes. Le marché du gaz est toujours entravé par la guerre en Ukraine. Il manque environ 2 millions de barils, selon les spécialistes, d'équivalent pétrole sur ce marché du gaz, parce que les flux de gazoduc russe sont bloqués. Alors aujourd'hui, selon ce spécialiste Michael Stoppard, cité par le Wall Street Journal, l'hiver est abordé avec un manque inhabituel de capacité disponible. Il y a encore une marge de manœuvre. Il y a un niveau notamment de stockage européen qui avait atteint un niveau record. À moins d'un hiver extrêmement froid, il ne devrait pas y avoir de ruée pour remplacer le gazoduc russe par des cargaisons GNL comme l'année dernière, et donc augmentation de prix dans ce cas. Alors il y a un autre sujet qui est au cœur des interrogations, c'est le financement des organisations terroristes. Alors on parle du Hamas, on parle aussi du Hezbollah. Alors c'est une enquête du Wall Street Journal qui est particulièrement intéressante parce qu'elle montre la difficulté pour les États-Unis comme Israël et pour tous les États d'empêcher ces organisations d'accéder au financement étranger, notamment via ce qu'on appelle les crypto-actifs, ces monnaies numériques ou crypto-monnaies, mais qui sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain, c'est-à-dire avec des protocoles informatiques cryptés. Et bien, en cours de l'année qui a précédé les attaques, le Hamas, le Djihad islamique palestinien ou le Hezbollah avaient reçu d'importantes sommes d'argent via ces plateformes numériques. Alors, ces crypto-actifs permettent aux utilisateurs de contourner les banques, on le sait, en transférant instantanément des jetons entre ces portefeuilles numériques. Et le département du Trésor américain, dans un rapport l'année dernière, avait déclaré qu'il y avait des lacunes dans ces contrôles de cette criminalité financière. Ces échanges cryptographiques, ça avait même permis à l'État islamique ou à Al-Qaïda de recevoir des dons en cryptographie. Alors, utiliser la cryptographie est beaucoup plus facile que de faire passer clandestinement de l'argent liquide à la frontière égyptienne. C'est ce qu'a déclaré Matthew Price, un ancien enquêteur de l'IRS, le service fiscal américain, qui dirige aujourd'hui l'activité elliptique. Et puis en plus, il n'y a pas besoin de creuser de tunnels, c'est plus pratique. Allez, on passe à un sujet qui va concerner votre facture d'électricité. Demain, en tout cas à vous qui nous écoutez, c'est l'Europe, elle a trouvé un nouvel accord pour la réforme du marché de l'électricité. Clairement, c'est une bonne nouvelle, on le sait, pas de compétitivité de nos entreprises sans énergie qui le soient également compétitives. Les 27 ont trouvé donc cette semaine un compromis sur la réforme du marché européen de l'électricité qui prévoira un soutien public aux centrales nucléaires existantes sous réserve de respect des règles, bien sûr, de l'Union européenne. C'est un accord conclu par les ministres de l'énergie qui doit être encore négocié avec les eurodéputés. Aux Européens, en tout cas, maintenant, de faire en sorte qu'il soit un succès pour nos entreprises et pour les consommateurs européens. Pour une fois que ça va dans le bon sens, et bien en Europe, réjouissons-nous. Exactement. Tiens, un autre sujet, Didier, ça concerne les fabricants de vaccins. Figurez-vous qu'ils ont plus la cote à Wall Street. Clairement, Moderna, Pfizer ont déçu les investisseurs concernant leurs prévisions de vente. Alors, Moderna s'en tient à une fourchette de prévisions pour ses ventes en 2003 assez plus réduite. Et puis, son rival Pfizer a annoncé qu'il réduisait de 9 milliards $ sa fourchette de prévisions 2023, en raison de la baisse des ventes attendues de son vaccin Covid-19. Moderna, de son côté, a déclaré qu'il était encore trop tôt dans sa saison de vaccination aux États-Unis. Des vaccins Covid qui ont été mis à jour et introduits par Moderna et Pfizer en septembre pour une campagne de rappel visant notamment à protéger les Américains contre les dernières souches du virus. Le déploiement initial a été difficile, rapporte le Wall Street Journal. Le cours de Moderna, tenez-vous bien, désormais revenu au niveau d'avant la période Covid, en baisse de 81%. Ouais.
Même chose pour Pfizer, hein, le vaccin ça a eu payé, mais ça paye plus. Ça montre surtout qu'une entreprise pharmaceutique n'a pas de martingale, Jean-Marie, comme une autre entreprise. Elle doit trouver des marchés, mais rien n'est garanti. Bel hommage à Fernand Reynaud. Atos, maintenant, on en parle pour suivre ce dossier que vous nous aviez évoqué. Atos, l'entreprise informatique française, change de capitaine, mais pas encore de stratégie. Essentiel pour la souveraineté nationale. Atos, j'avais eu l'occasion d'en parler ici même le 16 septembre dernier, va changer de PDG. Jean-Pierre Mustier va prendre la place de Bertrand Meunier, qui a conduit l'entreprise dans le mur. Alors, Jean-Pierre Mustier, peut-être que les auditeurs ne le connaissent pas, eh bien, Jean-Pierre Mustier, c'était le supérieur hiérarchique du trader Jérôme Kerviel à la Société Générale. Jérôme Kerviel qui avait été accusé d'avoir perdu 4,9 milliards d'euros à la banque. Il est dans un silence gouvernemental, en tout cas toujours assourdissant. La vente à Daniel Kretinsky d'une partie des activités Atos sera reportée en 2024. Eh bien, ce silence ne prévaut pas sur Sud Radio. Merci Didier Testot. On vous retrouve sur la Bourse et la Vie TV, notamment sur YouTube. À bientôt. À bientôt.